Et merci beaucoup d'être venu aussi nombreux avec cette belle météo, on va dire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des érables du Japon. Donc comme Françoise vous l'a dit tout à l'heure, je suis producteur, donc pépiniériste. Alors producteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cultive les érables du Japon moi-même. On greffe, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait, mais la plupart des la plupart des espèces que vous avez devant vous sont des érables qu'on a greffés sur la souche, sur la variété type, genre Acer palmatum. Donc la variété qui est la plus poussante, celle qui donne le meilleur résultat et qui pousse même dans les terrains argileux. Voilà. Donc nous on connaît bien nos plantes, puisqu'on les cultive nous-mêmes, on sait comment elles réagissent aussi dans le jardin chez nous. Donc on est plus à même de vous conseiller. Voilà. Donc j'ai entendu de tout ce matin et cet après-midi sur les érables du Japon. Beaucoup arrivent avec leurs livres en me disant hop là, ça pousse pas au soleil, ça pousse pas en plein vent, ça pousse pas à l'eau, ça pousse pas ici, ça pousse pas là, ça pousse nulle part. Donc moi je vais vous dire, ça pousse partout. Il y a 2-3 variétés qui préfèrent pousser à l'ombre, comme les végétaux, comme les feuillages très très clairs, genre Shirawaneum aureum, ou alors des variétés comme Ukigomo, qui ont des feuillages blancs. Donc tous ces végétaux qui ont des feuillages très clairs préféreront être à l'ombre. En plus, des végétaux qui ont des feuillages lumineux, très lumineux, jaune-vert, vont plutôt apporter de la luminosité dans un coin un petit peu ombragé. Mais la plupart des érables du Japon peuvent aller en plein soleil, peuvent aller en plein vent. Si jamais vous avez eu des déboires avec des érables du Japon, c'est pas à cause de ça. C'est plutôt à cause d'un terrain peut-être trop argileux, vous n'avez peut-être pas assez apporté de matière de sable ou de merle qui aurait pu rendre le sol drainant. C'est peut-être aussi parce que vous avez oublié, forcément c'est un oubli, de l'avoir traité à la bouillie bordelaise peut-être l'hiver, ou alors c'est de l'avoir taillé à une mauvaise époque. Enfin, tout va bien puisque vous êtes là aujourd'hui, maintenant vous allez repartir, vous allez savoir entretenir votre érable du Japon. Donc on va parler peut-être d'abord de l'association des érables. Pour faire un beau décor, il faut respecter 2-3 choses. D'abord la hauteur, ensuite les coloris, et ensuite l'association des feuilles. Alors ce que je vais faire, je vais prendre l'érable tout à l'heure dont on parlait, type, ça c'est l'Acer palmatum. L'Acer palmatum, c'est la variété type qui pousse, sur lequel on va greffer nous toutes les autres variétés. Donc c'est celui qui pousse le plus vite, le mieux, quasiment un qui pousse le plus haut aussi. Donc celui-là va être vert, légèrement pourpre en été, un vert pourpre, et devenant jaune d'or en automne. Donc celui-ci, il a la capacité de pouvoir pousser dans des sols très argileux. Donc celui-là, on va l'utiliser comme porte-greffe pour greffer toutes les variétés qui seraient un petit peu plus délicates. Donc celui-ci, vu son port, vu sa hauteur, 6 à 8 mètres, on peut le mettre à l'arrière d'un massif. On va mettre par exemple un autre devant qui va monter à 2 mètres, 2 mètres 50 pour respecter un petit dégradé. Ensuite, on va pouvoir mettre une forme pleureur avec un feuillage pourpre devant qui va venir apaiser tout ça et qui va venir donner un dégradé de hauteur et créer un beau massif. Donc en fait, un beau massif d'érable du Japon, c'est mélanger les coloris. Le Shirawaneum aureum qui va être plutôt vert jaune printemps été va commencer à se colorer en automne, enfin même en cours d'été il va commencer à se colorer pour finir tout orange en automne. On avait tout à l'heure de l'automne moon, mais on n'en a plus donc je ne vais pas vous en parler, mais on a le feuillage du sankaki qui est vert actuellement, les plus grands qu'on a derrière, qui vont devenir orangés en automne. Donc on peut très bien le mettre avec un feuillage genre Acer palmatum, Atropurpureum, qui est le feuillage pourpre au printemps-été, qui lui va devenir rouge en automne. Alors rouge, mais avec la feuille légèrement transparente. Donc une fois qu'il fait ses 3 mètres de haut, 3-4 mètres, on regarde vers le ciel, on voit à travers les feuilles, ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ça va très bien se mélanger, par exemple, vous voyez, avec l'Acer Shirawaneum ici, bien tranché au niveau des couleurs de feuilles, tranché aussi dans les formes de feuillage. On va
Peut-être éviter aussi de mettre que des grandes feuilles. On va mettre des feuilles plutôt découpées, des feuillages de dentelle. Hop là. Alors des feuillages de dentelle. Alors. Hop, celui-là. Excusez-moi, je manque un peu d'organisation. Et celui-là, ça c'est l'Acer palmatum cerium. Donc on peut très bien l'imaginer. Donc feuillage très découpé, qui tranche bien, et devenant bleu violacé en automne. Mais alors celui-là, il est vraiment super. On a une forme aussi très large, très évasée, pas très haut. On aura à peu près dans les 3 mètres de haut, et il peut faire jusqu'à 4 mètres, même un peu plus en diamètre. Donc là, on a une forme de gros bonsaï, avec des formes plus strictes, plus érigées, des formes pleureurs à la base. Voilà, ça c'est une association qui est réussie, quoi. Alors ça, c'est plutôt pour planter en pleine terre. Si on a un petit endroit, au lieu d'en mettre 3 ou 4, on va en mettre qu'un. Je veux dire, autrement, on peut également en mettre en pot sur la terrasse. Et cette variété-là, ça c'est l'Acer palmatum crispy, ou cripsy, suivant comment on appelle ça. Alors ça, c'est une variété qui va pousser à 1,50 m, 2 m en pot, et 2 à 3 mètres s'il est planté en pleine terre. Bon. Par contre, il pousse très lentement. Alors celui-là, on peut le tailler, on peut le garder à 80 cm si on le souhaite. Le garder en pot, idéal pour mettre en bac, sur la terrasse. Ça, c'est un petit arbuste vraiment super. Alors par contre, il va devenir jaune d'or en automne. Donc voilà un petit peu tous les végétaux qui peuvent passer. Celui-là, c'est pareil. Sur la terrasse, il faut juste avoir 2 bons mètres de diamètre. Alors 2 mètres sur la terrasse, c'est vrai que c'est un diamètre important. Par contre, ça ne pousse pas haut. 1 mètre, 1,20 m de hauteur, c'est l'Acer palmatum garnet, celui-là. 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m de haut. Et on peut très bien le tailler. Alors, on peut le tailler, mais on peut les tailler. Tous les érables du Japon quasiment se taillent. Il y en a qui me disent, oh là là, 4, 5, 6 mètres, 8 mètres, 9 mètres, il est fou. On n'a pas de jardin aujourd'hui. Quasiment tous les jardins maintenant sont petits. On ne peut plus mettre de grands végétaux, mais on peut mettre des végétaux qui naturellement vont pousser haut, mais qu'on peut garder petits en les taillant. Alors par contre, si on les taille au mauvais moment, perdu. Alors on les taillera au mois de juin, en période de végétation. Alors si on le taille, si on a le malheur d'avoir oublié les conseils de son pépiniériste et qu'on le taille en hiver, il ne faut surtout pas oublier de le traiter à la bouillie bordelaise. Mais une bonne taille, elle se fait en juin, pendant qu'il pousse. Donc ça évite quoi? Ça évite d'avoir des champignons qui vont se développer. Si vous le taillez en hiver, vous avez un champignon qui se développe sur les rameaux et qui viennent, je veux dire, coloniser entièrement la plante, et puis au printemps, c'est le dessèchement de toute la plante. Donc l'idée, c'est plutôt de le tailler en juin. Voilà, donc le tailler en juin. Pour les variétés qui ne poussent pas très vite, donc tout ce qui pousse lentement, on met peu d'engrais, peu de matière, peu d'apport en fumure, des choses comme ça. On va à petite dose. Par contre, toutes les variétés qui vont pousser très vite, genre le type, l'Acer palmatum ou l'Acer palmatum sans kaki, ça sont des variétés qui peuvent pousser jusqu'à 70-80 cm par an. Alors ceux-là, ils poussent vite, donc ils ont faim. Donc on va leur mettre beaucoup, on va leur apporter vraiment ce qu'il faut pour les faire pousser, pour qu'ils ne végètent pas. Et toutes les variétés qui pousseront lentement, on ira faiblement, voilà. Voilà. Donc je sais pas, qu'est-ce que je peux rajouter? Non mais quand vous parlez de fumure, quel type de fumure alors la plantation déjà, c'est terre de bruyère, dans la majorité des cas, on va mettre de la terre de bruyère. Mais on va aussi, comme je disais tout à l'heure, drainer le sol, apporter du sable de rivière, surtout pas du sable de mer, du sable de rivière, du merle, ça c'est très bien pour alléger, le rendre drainant, surtout dans les terrains argileux. Mais la terre de bruyère, ça va apporter un peu d'acidité. Donc suivant les zones où on est, c'est plus ou moins acide, donc on va apporter un sac de 45 litres au pied d'une plante. C'est pas choquant du tout. 45 litres, c'est à peu près ce qu'il faut. Donc en prenant soin de bien griffer les racines, en prenant soin de faire une belle cuvette au pied, bien sûr il faudra arroser régulièrement. À la plantation, c'est un seau de 10 litres d'eau. Après, dans le cours de l'été,
c'est 2-3 fois par semaine un seau d'eau aussi, suivant la météo qu'on a. Première année, première ou deuxième année. Après, une fois que la plante est bien implantée, il n'y a plus de risque. Vous dites celui qui pousse vite, il faut lui donner à manger. Oui. Alors qu'est-ce que vous dites? Alors, voilà. Donc, on va rajouter du biofertile, par exemple, qui est de la fumure de bovin. On va rajouter environ 5 kilos mélangés à la terre pour celui-ci. Si vous avez le malheur de faire ça pour celui-là, bon ben, voilà, il sera cramé, quoi. Ah ouais? Ouais, voilà. Si on apporte trop de matière organique, enfin, trop d'éléments nutritifs à une plante qui pousse lentement, on la brûle. Si on n'en apporte pas assez à une plante qui pousse vite, elle végète. Voilà. Donc tout ce qui pousse vite, on met, tout ce qui pousse pas vite, à la limite, il vaut mieux rien mettre quand ça pousse très lentement. Il n'y a pas de risque. Et à la limite, la plante va prendre ce qu'elle a de disponible dans le sol. Voilà. Le plus important, peut-être, à souligner, c'est vraiment de traiter à la bouillie bordelaise les 2-3 premières années la plante, tant qu'elle est jeune. Ça évite d'avoir un dessèchement complet au printemps. Ça, c'est très important. Et vous avez dit en hiver? En hiver, novembre, janvier et mars. Voilà. Voilà, tout à fait. Alors, quand on traite la plante de bas en haut et vraiment à la limite du ruissellement. Voilà, un bon traitement, c'est ça. Voilà. Alors, on peut traiter à la bouillie bordelaise, mais on peut aussi traiter avec du purin de consoude. Le purin de consoude est très très bon pour ça. Moi, je le conseille. Je le conseille parce que je le fais. Voilà. Donc, c'est plus facile de conseiller des choses qu'on a déjà testées et pratiquées. Le purin de consoude, la consoude, c'est une plante avec une feuille très large. La grande consoude, j'en ai pas sous la main là pour vous montrer, mais c'est... Voilà, donc le purin d'ortie, mais le purin de consoude, c'est dans le même principe. Ça va apporter à la plante, ça va l'immuniser un peu contre les champignons et tout ça. Ouais. Voilà. Donc, c'est pas trop... Que pourriez-vous conseiller à un jardinier débutant en fait Alors, ceux qui n'ont pas la main verte, ceux qui vont avoir la main verte bientôt, et ceux qui veulent vraiment essayer se faire plaisir avec une variété d'érable du Japon, moi ce que je conseille c'est cette variété-là. J'en ai jamais vu de mort moi celui-là. Il est formidable. Hein. Même qu'on n'a pas la main verte, on peut le planter. Celui-là c'est celui qui va bien s'installer petit développement dans un pot sur la terrasse. Celui-là il pousse facilement, il ne gèle pas. Les érables du Japon, enfin, ceux qu'on a ici ne gèlent pas. C'est pas des plantes qu'il faut protéger l'hiver, c'est inutile. Mettre des protections plastiques sur des branches l'hiver, c'est parfois inutile, souvent inutile et parfois contre-productif. C'est-à-dire que vous allez créer un climat en dessous, vous allez retenir la fraîcheur, l'humidité. En pleine journée, il fera chaud, vous créerez un mauvais climat, donc il va être plus propice à développer des champignons que s'il n'y avait pas de protection dessus et que c'était aéré. Donc, en voulant bien faire, souvent, on fait pire. Donc l'idée, c'est plutôt de demander conseil à son producteur. Donc, comme je disais tout à l'heure, une variété facile à réussir, c'est celui-là. Mais les buissonnants poussent plus facilement que les pleureurs. On voit bien ces variétés. Alors celui-là, pas trop, on n'a pas trop de soucis. Mais les variétés, les dissectum, les verts, à feuilles de dentelle, hein, les pleureurs, sont, c'est vrai, un peu plus difficiles à réussir. Les végétaux qu'on a tendance à conseiller à l'ombre sont moins poussants. Donc, tout ce qui pousse très lentement, en principe, c'est un peu plus délicat. Et tout ce qui pousse vite, bon, forcément, la maladie va aller moins facilement dessus, on aura beaucoup plus de réussite. Ça, c'est clair. Donc, les pleureurs sont un peu moins faciles, mais ils sont nécessaires dans le jardin si on veut un beau dégradé, si on veut avoir un décor bien complet, quoi. Ça, c'est... Ça ne brûle pas au soleil, le feuillage Alors, ça ne brûle pas au soleil à Saint-Gonéry ni à Séné. Par contre, j'imagine qu'au soleil à Marseille, il brûle. Oui, non, voilà. Donc, mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que souvent les gens arrivent ici en me disant moi j'ai lu sur mon bouquin qu'on ne pouvait pas le mettre en plein soleil. Ah ouais, mais le bouquin il a été édité pour toute la région, enfin pour tout le pays, pour toute la France. Et le soleil en Bretagne, on a un beau soleil. Justement, il est bon, c'est un bon soleil.
pas trop chaud, très bien, comme il faut, surtout aujourd'hui, c'est parfait. Donc en fait, si vous voulez, il ne brûle pas. C'est rare si on a des années, 2-3 années de sécheresse comme l'année dernière où ça brûle, mais c'est exceptionnel. Donc en Bretagne, en plein soleil, il y a peu de risques, sauf pour cette variété-là. Cette variété-là, où comme je vous ai dit, il y a 2-3 variétés vraiment plus à mettre à l'ombre, mais non. Le vent, alors ce qui peut être vraiment, on peut avoir quelques petits soucis, c'est au printemps, au tout début, comme là cette année en mars on a eu 27 degrés, ça a démarré, ça a bien démarré, plutôt même trop, et en avril, pas plus tard que cette semaine, il y a 2-3 jours, des bonnes gelées blanches c'est 0 degré, bon, ben, des feuilles bien tendres, 0 degré, voilà, ça crame, ça brûle. Après, on croit qu'il est malade alors que c'est juste la nature. Alors, ces fameuses feuilles qui ont brûlé, on s'en aperçoit davantage sur les végétaux très clairs, genre le Orange Dream, qui est juste derrière, que on va me rapporter, là ça va être formidable. Voilà, le Orange Dream, le jaune, ici le jaune, voilà, celui-là, le grand jaune. Ou plus derrière, celui-là. Voilà, plus celui-là sera moins lourd. C'est pas grave. Alors celui-là, c'est la variété Acer palmatum Orange Dream, très joli. Alors le feuillage est très très jaune, et celui-là, dès que ça brûle, dès qu'il gèle bien dans les jardins, on voit les dégâts. Mais ça, c'est pas très gênant, c'est la nature, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la feuille, elle va brûler, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc elle va tomber. Elle va tomber, et en amont, derrière, les bourgeons qui ne seront pas encore sortis, qui n'auront pas démarré, eux vont démarrer un petit peu plus tard. Et donc ces feuilles-là vont disparaître, elles vont tomber, les nouvelles vont réapparaître, il va être superbe. Voilà, on retrouvera des belles couleurs, bien jaunes, et pas brûlées. Alors, le mettre à l'ombre, à l'abri du vent, oui, mais le mettre à l'ombre, ça n'aurait rien changé. Parce que moi, dans mon jardin, à l'ombre ou au soleil, à minuit, à 6 h du matin, c'est pareil, hein. C'est la même température. Hein. Donc voilà. Bon, alors ça, c'est pas malade. C'est pas malade. Ça sert à rien d'aller mettre des traitements, d'aller traiter des choses qui ne sont pas malades. Voilà. Donc voilà. C'est ça qui est important à savoir. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions... Les racines, c'est-à-dire... Est-ce que les érables du Japon font de grosses racines qui pourraient endommager la terrasse si jamais je plante à 30 cm de la terrasse? Voilà. Alors, le mûrier, par exemple, j'ai des bonsaïs, ils ont mis un mûrier. Voilà. Alors, on n'est pas dans le cadre d'un mûrier, on n'est pas dans le cadre d'un eucalyptus, de gros arbres comme ça. Mais les érables du Japon, un érable du Japon qui va monter à 5-6 mètres de haut, si vous le plantez à 1 mètre ou 2 de la terrasse, c'est pas très sage. Pas très prudent, on va dire. Il faut, c'est vrai, décaler la plantation, le planter à 5-6 mètres ou 7-8 mètres carrément pour être tranquille. Et de toute façon, un bel arbre, si vous voulez le laisser pousser assez haut, il faut le mettre assez loin pour que vous puissiez profiter de toute sa splendeur. Un bel arbre, un grand arbre, si vous le mettez très proche, vous ne le verrez pas en un seul coup d'œil, en un seul... Vous voyez, si vous le mettez plus loin dans le fond du jardin, et qu'une fois adulte, là vous le verrez bien. Mais voilà, alors si le jardin n'est pas très grand, mais mettons celui-ci qui peut monter à 3 mètres environ, vous voulez le garder à 1,50 m, 2 mètres, au niveau racinaire, il ne vous causera pas de problème. Vous pouvez le planter à 1,50 m, 2 mètres de la terrasse, il n'y aura pas de souci. Ou alors, il y a encore une autre solution pour être plus tranquille, c'est de mettre un peu de barrière anti-rhizome au niveau de la terre. Donc voilà, c'est un petit peu plus de travail, mais c'est de la tranquillité, on dort mieux le soir. Donc, en général, ils ne font pas tant que ça de racines. Ce ne sont pas des grands arbres. On n'est pas sur des arbres genre eucalyptus, genre, vous voyez, qui font des racines superficielles et puis qui vont rendre votre terrain en terrain de crosse. Non, ça c'est assez sage quand même. Alors, l'Acer palmatum trompender, on va être dans un 4-5 mètres à peu près si on le laisse pousser à taille vraiment adulte. Suivant la nature de votre sol, suivant un peu l'exposition. Hein, c'est pareil, s'il est dans une bonne exposition, il est comme nous, il se sentira mieux, il poussera mieux, quoi. Mais la nature du sol, et puis voilà comment on l'entretient aussi. Hein.
Ça, c'est... On peut le tailler à outrance. Enfin, à outrance. Alors, ça se taille très bien en prenant soin de tailler en juin, mais voilà, il ne faut pas les raser non plus. C'est pas un arbre où on va... L'empêcher de... Voilà. On veut le garder à 3 mètres. Une fois qu'il fait 2,50 m, on commence à le tailler un petit peu, mais un arbre qui pousse à 6 mètres, on veut le garder à 1 mètre, non, c'est pas très raisonnable. Donc déjà, il faut adapter la hauteur adulte à la hauteur un peu à laquelle on veut le garder. Ça, c'est certain. Mais il ne faut pas attendre, je veux dire, trop longtemps avant de commencer à le tailler. D'ailleurs, le tailler, c'est important parce que ça va permettre à la plante de se ramifier, d'être beaucoup plus trapue, d'être beaucoup plus belle, d'enlever éventuellement les parties qui sont desséchées, qui sont un peu abîmées par le gel, la grêle. Voilà, tout ça. Voilà. Ce sont les variétés qui supportent mieux le vent, justement les courants d'air. Les variétés qui supportent le plus le vent, alors comme on l'a vu bien sûr le type, celui-là, l'Acer palmatum, l'Acer palmatum sans kaki, voilà, il faut éviter les feuillages très clairs. Il y en a plein, la variété l'Acer palmatum seriou ici. Hop, feuillage ici qui est un feuillage très découpé, assez fin. Alors celui-là, il monte environ à 3 mètres. Il peut monter un peu plus dans certains cas, mais 3 mètres. Et par contre, il fait un bon 4 mètres de large, de diamètre. Et les feuilles sont très souples, volent facilement avec le vent, ce qui donne aussi une ambiance. C'est aussi ça le jardin, c'est créer une ambiance, quoi. Tout à l'heure, je parlais de bien associer les hauteurs, bien mélanger les couleurs de feuilles, bien mélanger, varier les couleurs, les types de feuillage. Mais ça aussi, ça crée une ambiance quand même. Les branches très, très aérées, quoi. Un peu comme le bambou. Voilà, le vent qui souffle, ça donne une ambiance, c'est exactement pareil. Bah, c'est le côté japonisant qui va très bien avec. Vous associez une glycine, par exemple. Ça aussi, ça ira très très bien, la glycine, pour donner un peu de volume à l'arrière, créer un fond. Faire, pourquoi pas, monter dans un érable du Japon une clématite qui va ressurgir au printemps avec sa floraison, voilà, qui va donner encore un autre aspect à l'érable du Japon. Ah, il faut le surprendre dans le jardin, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Vous cultivez uniquement ces variétés-là ou alors, vous en moi, apportez d'autres à chaque... Alors j'en cultive d'autres. Ce matin j'avais de l'automne moon que je n'ai plus parce que j'en avais pas beaucoup. Et puis j'ai d'autres variétés, mais il y en a qui sont en pleine terre qu'on ne peut plus arracher maintenant. Ah ouais, Donc il faut être sage aussi et se dire voilà, en pot je peux encore les planter, mais en pleine terre je ne peux plus les arracher. Donc on attend l'automne pour les arracher. C'est visible à la pépinière bien sûr, à Saint-Gobain. Et il y a d'autres variétés que je vais me mettre à greffer. Voilà. C'est ça ma question, c'est-à-dire encore... Avec quelques partenariats avec des jardins botaniques, on va pouvoir continuer notre collection, l'érable du Japon. Mais c'est assez infini, quoi. C'est assez infini. Alors, celui-ci, l'Acer palmatum, on le sème. L'Acer palmatum type, on le sème. On l'utilise comme porte-greffe, sur lequel on vient greffer des greffons de différentes variétés. Voilà, donc on vient prélever un morceau sur cet érable-là, et on vient le greffer donc à la hauteur qu'on veut sur l'espèce type. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Comment ? Facile. C'est très très simple. C'est pas la question que vous faites, vous savez. Non, pas du tout, ce n'est pas une question piège. Non, c'est très facile, on peut greffer en écusson en septembre, on peut greffer en fente au printemps. Le principe, c'est... ou alors une greffe en approche. Enfin, il y a plein de types et de possibilités de greffer, mais c'est le meilleur moyen pour obtenir la variété vraiment identique. Et de toute façon, certains systèmes racinaires, de toute façon, ne se plairaient pas ici. Enfin, dans les sols argileux, parce que la plupart du temps, nous, on a quand même des sols assez argileux. C'est les sols assez argileux, Saint-Gobain, ça l'est également. Voilà. Il faut que ce soit vraiment adapté. Les érables du Japon aiment bien les sols drainants. Hein. Donc, si on peut carrément mettre une variété au niveau racinaire qui se plaît partout, hein, c'est un peu comme un arbre fruitier. Il y a la variété, mais il y a le porte-greffe qui est important. Donc si on peut mettre... voilà.
Voilà, vous savez tout sur les érables du Japon aujourd'hui, non? On peut passer à l'interro.